S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi, c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Christina Zeller. Chine. Merci Christina d'avoir accepté l'invitation. Ben non, ça me fait plaisir et en fait, moi, je suis une passionnée, donc j'adore parler de mon métier, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas bien fait, ce que j'ai, voilà. Eh ben voilà, on va commencer par là. Alors, moi, je vais te dire les quelque chose que je sais sur toi, et puis ensuite, tu vas compléter. Alors, ce que je sais, c'est que tu es franco-suisse, que tu es arrivée dans la mode dans les années 90, 90 pour les Oui. franco, les Français. Tu as été directrice artistique aux accessoires chez Lanvin, avec Lagerfeld. Pour quelle maison? Pour Karl Lagerfeld, en fait. Pour sa marque. Voilà. La marque éponyme. Mais chez Lanvin, j'étais pas directrice artistique, j'étais plutôt dans le commercial. C'est pour ça que j'ai une carrière un peu bizarre, c'est qu'elle est à la fois commerciale, business et créative au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière. Tu as été alors aussi DA chez Givenchy. J'étais directrice de la business unit accessoires, c'est-à-dire que je m'occupais de tous les accessoires qui soient faits effectivement en direct comme la maroquinerie et aussi les licences comme les souliers qui sont un véritable savoir-faire particulier, les lunettes, et je m'occupais de toutes les licences japonaises. On ne peut pas imaginer ce qu'il y avait là-bas. Il y avait des tapis, des draps. De la marque Givenchy. De la marque Givenchy. Et l'idée, c'était un peu de nettoyer cette image un peu passéiste et pas du tout linéaire par rapport à ce que faisait Riccardo Tisci. Et c'était vraiment l'objectif de faire de Givenchy une vraie maison de mode qui attire effectivement les fashionistas. Et, voilà. Et les jeunes, un public plus les jeunes, un public beaucoup plus jeune. Et ça a très bien marché puisque les accessoires représentaient un volume d'affaires de 500 millions d'euros. Un volume, hein. Je ne dis pas un chiffre d'affaires, mais un volume. Et après, j'ai été chez Delvaux. Je suis arrivée en 2012. Fin 2011, effectivement, en 2012. Et j'ai eu différentes responsabilités. Je suis arrivée comme responsable produit et image. Après, j'ai été nommée directrice artistique. Et pour terminer, j'avais la direction artistique, la direction de la communication et la direction du marketing. Donc, j'avais une palette de responsabilités, ce qui fait que quand on est un peu... J'aime pas le mot dictateur parce que j'ai jamais été comme un dictateur, mais au moins, quand on a une vue globale sur l'ensemble des activités, tout est très cohérent parce que tout est très aligné. C'est une vision. Bien sûr, on écoute les autres, on partage. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Moi, à toutes les réunions, il y avait des stagiaires et voilà, si elles avaient une bonne idée, j'étais preneuse de tout. D'où qu'elle vienne, une bonne idée reste une bonne idée. Une bonne idée reste une bonne idée et je pense qu'intégrer les gens très tôt dans des équipes, c'est extrêmement important parce que ça les motive, ça les valorise. Elles ont besoin d'apprendre aussi très vite comment ça fonctionne et comment de la création à marketing et à la communication, tout doit être réglé au pile-poil parce qu'il ne peut pas y avoir des livraisons qui arrivent, la communication qui n'est pas prête et voilà. Donc, qu'ils comprennent effectivement qu'une entreprise, c'est une chaîne avec des maillons et s'il y a un maillon qui ne tient pas le coup, ben, la chaîne, elle se défait et elle part en 1000 morceaux. Voilà. Et donc, ça fait quand même beaucoup de responsabilités pour une seule personne. Tu devais avoir une équipe hyper en large. fait, j'ai toujours été un peu work alcoolique. Hein. J'ai toujours adoré travailler, j'ai toujours adoré à 1000 à l'heure, j'ai toujours adoré faire 1 milliard de choses. Et les équipes chez Delvaux, elles n'étaient pas pléthoriques. Elles se sont étoffées maintenant que Delvaux a été racheté par Richemont. Certainement, ils ont beaucoup complété les équipes. Mais quand j'étais chez Delvaux, il y avait des petites équipes. Et moi, je suis toujours partie du fait qu'il vaut mieux peu de gens qui fassent beaucoup que beaucoup qui fassent peu.
Parce que quelquefois, quand on fait peu, c'est plus rapide, on exécute plus facilement, alors que quand on est beaucoup, il y a des hiérarchies absolument énormes et les décisions se prennent C'est d'une lent, quoi. lenteur pas possible. Donc, Donc, selon toi, c'est voilà. mieux des équipes restreintes où tout le Restreinte, monde communique. efficace, où tout le monde communique et ça, je pense que pour avoir vu les grands groupes et pour avoir vu des petites maisons, j'ai bien vu la différence. Voilà. De fonctionnement. Voilà. Et donc, en fait, ton métier, aujourd'hui, en tout cas, le panel de connaissances et de compétences que tu as en communication, marketing, bah, j'imagine que de la distribution aussi, Oui, tout ça, tu l'as appris au fur et à sur le mesure. terrain. Voilà. Et en fait, je dis toujours que quelquefois, on est nommé pour un poste et puis on prend sa place comme on doit la prendre. Tout le monde dit que j'ai un peu un double cerveau. C'est pas forcément un avantage, hein, parce qu'on a du mal à se situer. Mais j'ai vraiment les pieds sur terre avec la partie business et j'ai la tête dans les nuages pour la partie Créa. créative. Donc, j'ai toujours aimé ça et j'ai passé toute ma vie dans la création. Donc, voilà. Alors, on revient depuis le début. Ben, j'ai dit que tu étais, en te présentant, que tu étais franco-suisse. Tu as fait des études artistiques, des études commerciales, ou ni l'un Abs- ni l'autre? Absolument pas, ni l'un ni l'autre. En fait, quand j'étais plus jeune, je voulais être traductrice instantanée à l'OTAN ou dans des institutions très importantes. J'ai fait une carrière de journalisme, j'ai une licence de journaliste. J'ai aussi une licence de langues étrangères appliquées allemand-russe. Donc, pas du Que tout. tu parles encore? L'allemand, je comprends et je parle. Le russe, je suis capable de lire l'alphabet, mais je ne me rappelle plus parce que je n'ai pas tellement l'occasion d'en parler. Donc, j'avais jamais pensé que je serais mannequin ou c'était pas dans mes idées. Mais ma mère était mannequin. Elle était mannequin cabine chez Chanel pendant très très longtemps. Parce qu'à cette époque-là, on présentait la haute couture encore tous les jours. À quelle C'est-à-dire époque? que elle a été mannequin dans les années 60-70. Moi, je suis née en 58. Donc, Juste avant la voilà. mort de Gabriel. Voilà. Et elle est restée très longtemps. Et je me rappelle tout de suite que petite fille, on était déjà un peu bercé par ce milieu-là parce qu'on allait de temps en temps chez Chanel voir la haute couture. Et donc, ça m'a certainement influencée d'une manière ou d'une autre. Mais à cet âge-là, on n'est pas encore très déterminé sur ce qu'on veut faire. T'étais Donc, petite fille? oui, en fait, c'est un peu plus tard qu'elle était mannequin, c'est plutôt dans les années 70-80. Donc, Ok, voilà. ok. Donc, j'étais petite fille, oui. Et puis, très admiratrice de ma mère en me disant que je ne serais jamais comme elle. Voilà, donc j'imaginais pas une carrière de mannequin. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée dans comment tu t'es retrouvée dans la mode? Par concours de circonstances, en fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu des propositions de faire un peu des défilés pour Hermès, pour Chanel, pour Nina Ricci. Donc, j'ai commencé effectivement comme ça. Mais quoi, on Et, t'a capté, on t'a fait du scouting comme on fait actuellement dans la en rue? fait, non, j'ai vu quelques annonces où ils cherchaient, donc on se présente, Ouais, ouais. on est choisi ou pas choisi. Et puis, je travaillais à ce moment-là pour une petite maison de prêt-à-porter du Sentier qui avait une notoriété déjà à l'international. Donc, c'était une petite maison, il y avait le maire, il y avait la mère, le père, le fils et pas le Saint-Esprit, mais un Presque. peu presque tout. Et j'ai commencé à être mannequin cabine pour eux. À l'époque, Franco Moschino était le directeur artistique, Ok. Christiane Bailly aussi. Donc, je faisais tous leurs essayages, je faisais leurs petits défilés. À l'époque, c'était des défilés en province où on montrait la collection. Et puis, j'y suis restée 7 ans. Et puis, tous les clients me demandaient toujours, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous metteriez? Qu'est-ce que vous achèteriez? Et au fur et à mesure, quand le directeur commercial est parti, on m'a proposé le job. Et je me rappelle toujours que c'est une phrase qui m'a toujours accompagnée dans ma carrière, c'est l'impertinence du classique. C'est qu'on dit que le classique,
c'est ennuyeux, mais ça peut être très impertinent et très décalé. Que toi, tu Voilà. avais une impertinence classique en tant que Non, c'était une mannequin ou phrase que j'avais quand on a commencé la communication. C'est une phrase que j'ai impertinence classique? un peu utilisée comme claim. C'est que, en fait, reprocher d'être classique, c'est pas le classique, ça peut être intemporel et ça peut être effectivement transgressé de certaines manières et voilà, Je vois ce que tu veux dire parce que, voilà. bon, on y reviendra tout à l'heure, mais par rapport à ton style, à ton look à toi, Ah ben je moi j'ai trouve un, que ça s'y prête parfaitement. Voilà, moi Un classique transgressif. j'estime effectivement être un peu audacieuse, assertive dans mes choix, mais j'ai jamais été, je suis un peu rock pour ça, j'ai jamais été sous les diktats de la mode. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je suis passée par des maisons de création, donc forcément, on a une vision et un rapport aux vêtements très différent parce que on est dans la mode. Je me suis fait ma mode à moi Mhm. dans les maisons dans lesquelles j'ai travaillé. Dans certaines, c'était plus évident, dans d'autres, ça l'était moins. Par exemple, chez Lacroix, ça me correspondait absolument pas. C'était beaucoup trop chargé, beaucoup trop féminin, beaucoup trop d'imprimés, donc j'ai eu beaucoup de mal à m'habiller pendant cette période-là. Voilà, chez Karl, on avait des vestiaires et chez Karl, je pense que j'ai aimé ce côté un peu, uniforme. Mhm. J'ai adoré ce côté uniforme, très strict. Je suis une folle de chemises blanches, Ça, j'en ai j'ai vu. des Et milliards. pas que blanche, hein, Voilà, ça m'a beaucoup forgé, je pense, au niveau du look, parce que j'aime les choses strictes. J'aime, oui, ce côté un peu uniforme, mais toujours décalé avec des bottines blanches ou ou des des bijoux. cuissardes rouges en Ah, les tuile. cuissards, ça, c'est mon dada. Les cuissards, depuis que j'étais chez Lagerfeld, c'était effectivement dans les années 90-97. Les cuissardes m'ont accompagnée de 90 à 2024. Je pense que j'ai des goûts qui ont très peu évolué en fait. Tu t'appropries vraiment quelque Je chose. m'approprie vraiment quelque chose et puis je pense que déjà physiquement j'ai une personnalité. Quelquefois effectivement le vêtement a un rapport à soi, c'est une façon de se définir, de s'exprimer. C'est une communication qui est pas du tout verbale. Voilà, on exprime et c'est comme ça qu'on construit sa signature. Mais moi je pense que j'avais un look. Je suis grande, Ouais, ça. Il y je a quelque suis chose dans ta posture voilà, naturelle. voilà, je suis parce qu'on dit quelquefois, tout le monde me disait: «De toute façon, toi, on te met un sac de pommes de terre Sur sur le la dos. tête, tu seras bien» et voilà donc le vêtement, on a un rapport au vêtement parce qu'il construit aussi sa personnalité, sa signature et en même temps, on dit que l'habit fait pas le moine. Qu'est-ce que Voilà. tu en penses d'ailleurs de ça, que l'habit fait pas le moine? Moi, je pense que l'habit fait pas toujours, le moine. Il y a des gens, vous pouvez leur mettre le même look, les mêmes vêtements et ça rendra pas du tout pareil. Voilà. Donc bien sûr qu'on a un rapport aux vêtements. Moi, j'ai toujours aimé les choses, audacieuses, quitte à être un peu dans la provocation. Ça m'a jamais gênée. Ah ouais, tu trouves que tu as eu des looks un peu provocants? En tout cas, j'ai toujours cherché des choses un peu particulières, quand je m'habillais. Je me rappelle d'avoir acheté une jupe chez Valentino avec un énorme dragon en cuir et le manteau avec le dragon. Oui, j'ai toujours cherché à avoir, des choses particulières, des choses uniques Ouais. et ça m'a accompagnée chez Delvaux d'ailleurs dans la création avec cette recherche toujours de la singularité, de la particularité, voilà, sans être, une caricature de mode. Oui, j'aime bien les choses qui sont atypiques, j'aime bien les choses qui sont particulières et oui et singulières et moi j'adore m'habiller et je me rappelle chez Givenchy, il y avait une fille qui s'occupait du prêt-à-porter et puis je sais pas, on lui avait dit: «Oh Christina ceci», elle m'avait dit en tout cas: «Moi je suis pas comme Christina qui s'habille en tenue de cocktail quand elle vient travailler». Voilà, j'aime bien me surhabiller. Ça me gêne absolument pas d'être trop habillée dans un endroit qui ne l'est pas. Par exemple, à Bruxelles, quand je m'habille, les gens se retournent sur le trottoir. C'est marrant ce que tu dis parce que en cherchant, en fait, comme je t'ai dit, je t'ai stalké, comme on dit, j'ai regardé toutes les photos qui existent de toi sur les internets. Et en fait, effectivement, tu as une posture, et puis il y a quelque chose. Là, tu as prononcé plusieurs termes qui viennent conforter mon impression, parce que c'est plus une impression que j'ai eue,
d'uniforme, de ligne en fait. Pas Oui, d'uniforme, mais de ligne. Il y a toujours une ligne dans ce que tu je portes? suis architecturée, Ouais, il y a quelque chose de très architectural. toujours. Et Et je ça vient de Carl. Ça vient de Karl. Oui. Et ce que tu dis aussi des pièces extravagantes hors du commun, en m'informant et en regardant un petit peu ce que tu as porté et en essayant d'analyser un petit peu ton look et l'évolution de tes looks et de ton style, il y a quelque chose, effectivement, comme tu dis, d'audacieux. Et ça m'a fait me rendre compte qu'il y a extravagance et extravagance. Oui. Tu vois? Moi, j'ai une audace qui est classique, structurée, architecturée. J'aime pas les fleurs, j'aime pas les imprimés, j'aime pas les choses floues. Et c'est vraiment une remarque qui est tout à fait juste. Et ce côté architecturé, il vient de chez Karl. Et quand j'étais chez Givenchy, je me définissais toujours un peu comme rockmantique. Rockmantique. Ok. Rockmantique, parce que chez Givenchy, il y avait aussi ce côté avec Ricardo assez structuré, un peu. Moi, j'aime bien le style androgyne. Voilà. Moi, je me définirais plutôt comme androgyne. Et chez Ricardo, il y avait quand même un peu plus de douceur qui compensait ce côté effectivement un peu architecturé. Voilà. Quand tu dis androgyne, je comprends les images, toutes ces images que j'ai regardées qui me reviennent. Et effectivement, il n'y a pas dans tes tenues qui sont très féminines. Je ne retrouve pas dans ton style, parce que voilà, dans ton style, pour pas parler de look, mais plutôt de style, je ne retrouve pas les repères que la mode, entre guillemets, impose pour décrire la féminité. Cependant, tes tenues sont toujours extrêmement élégantes, d'une féminité quand même Oui, oui, j'aime bien le incroyable. côté un peu glam aussi. Mais jamais de choses trop Euh, près du non, corps, non, non, j'ai pas non, vu de non, décolleté non, incroyable. non, non. Et pourtant, Mon style n'est absolument pas sexy. Et j'ai jamais cherché effectivement le côté sexy, poupée Barbie ou ce genre de choses. Ça, c'est pas du tout moi. Mais c'est vrai que j'aime les choses aussi gracieuses et féminines, mais qui vont rester dans ce cadre effectivement toujours un peu structuré et pas voilà. Et sur le tard, j'ai découvert Valentino. J'adore ce que fait, j'adore Valentino. Et j'ai trouvé des pièces qui me correspondaient. Et c'est là où j'ai un peu dérivé sur la couleur rouge. Parce qu'avant, un peu avec Ricardo, Riccardo Tisci est quand même assez coloré, oui, assez... au début, il était vraiment, quand moi j'y étais, il était vraiment très noir, blanc, nude. Ok. Les gammes de couleurs étaient toujours à peu près les mêmes. Ça, c'est pas parce que quand on arrive dans une maison qui a une histoire quand même assez forte, c'est soit le parti pris de complètement chambouler les repères ou au contraire d'essayer d'y aller tout doucement. Bah, en fait, moi, je suis arrivée à l'époque de McQueen, donc McQueen, il a complètement révolutionné, mais il n'est pas resté très très Ouais. longtemps. Et Ricardo, j'ai regardé cette féminité qui était chez Givenchy, mais il a complètement modernisé. Il n'a pas cherché à vraiment prolonger le style. Il a créé son propre style qui me correspondait d'ailleurs tout à fait. Moi, j'adorais m'habiller en Givenchy. Mais j'achetais pas de robes du soir, par exemple, chez Givenchy. D'ailleurs, il en faisait très, très peu. Par contre, les robes du soir, j'ai commencé à les acheter chez Valentino. Ok. Et tu portes des robes du soir le jour. Ah non, quand même pas ça, mais je suis quelquefois un peu surhabillée, par rapport à aller bosser où je suis capable, voilà, donc de mettre des choses un peu habillées, pour aller travailler, ça me gêne pas. Non, Et puis une chose qui m'a jamais quittée aussi, c'est les talons hauts. Mhm. Les gens me disaient toujours: «Christina, elle est sur des sky heels». Sky Heels. Oui, voilà. Comment tu qualifierais ton style si tu devais définir ton style? Rockmantique, comme tu as dit tout à l'heure, ou Qu'est-ce que je dirais? Audacieuse, c'est quoi heu, que tu t'avais dit au début? Le classique transgressif. classique, transgressif, rockmantique aussi. Ouais. Et je pense que j'ai un look, quoi. J'ai une attitude globale qui fait que les vêtements sur moi n'ont peut-être pas la même résonance sur quelqu'un d'autre. Je Oui, ça pense c'est certain. que Oui, ça voilà. c'est Et je sûr. pense que sans me vanter, je pense que je m'habille avec des choses qui me vont bien. Parce que tu as C'est-à-dire l'œil, hein, que tu connais parce ton que j'ai corps. l'œil. D'abord, le rapport du vêtement à soi, c'est se connaître soi-même. Oui.
Et Absolument. c'est le regard aussi des autres, hein, donc C'est un espèce d'aller-retour constant. aller-retour, constant, voilà. Est-ce que, parce que tu dis que ton style n'est pas féminin, pas sexy. Tu n'as pas dit pas féminin, mais pas sexy. Et je me suis demandé, parce que j'ai lu des choses très très contradictoires à ce sujet-là, que les femmes sont peu présentes à des niveaux décisionnaires dans l'industrie de la mode. Toi, tu as eu des rôles quand Oui, même importants. important, oui. De ton point de vue, d'après ton expérience, est-ce que c'est vraiment le cas que les femmes sont peu présentes à des postes décisionnaires? Et la sous-question, c'est est-ce que ce manque de représentativité féminine dans la mode en haut de l'échelle fait que peut-être ça influence la manière dont les femmes qui parviennent à ces niveaux-là, justement, vont ralentir, réfréner peut-être leur féminité, leur sexitude potentielle? Bah, en fait, dans les maisons de mode, il y a quand même beaucoup de femmes, hein, à des responsabilités quand même importantes, les directrices de collection, les chefs de produits. Je dirais que c'est assez, dans les maisons de mode, il y a quand même beaucoup de femmes par rapport à certains secteurs d'activité où alors là, la parité homme-femme est pas du tout respectée. Mais dans les maisons de mode, voilà, alors c'est vrai qu'à des postes de très haut niveau, en tout cas, moi, ça m'a jamais empêché d'avoir mon style. Je me suis jamais dit, il faut que je sois en tailleur classique parce que j'ai des responsabilités importantes. Ça, je m'en suis toujours foutue, quoi. Ça n'a jamais été une Ça n'a question jamais été une question. de dire attention, je suis Et directrice je financière. pense que, bon, alors quand on est plus jeune, on ose aussi un peu moins ce qu'on peut oser quand on a un poste de responsabilité, parce que aussi c'est un poste où on doit s'assumer, être assertive, et le vêtement aussi exprime aussi quelque chose de vous-même. Donc ça, tu en avais conscience. Oui, ça, j'en avais confiance, oui. Comment est-ce que ça se manifestait dans tes choix? Par exemple, est-ce que tu faisais des choix particuliers quand tu allais présenter un nouveau produit, par exemple? J'ai appris un mot hier. J'ai appris que tout ce qui est créatif sur les sacs, ça s'appelle des animations. Oui, On va y revenir après parce que oui. derrière moi... Ça, c'est moi, animation, fulgurance, mais ça correspond à une période qui n'est plus la même maintenant. Mais Attends, on va en reparler. Dis-moi ouais. d'abord, est-ce que justement tu faisais tes choix vestimentaires, par exemple, je sais Oui, pas, un par matin? exemple, quand je partais en voyage, je me faisais toujours des listes parce que je voulais jamais apporter des valises énormes. Donc, je me faisais look 1, look 2, look 3. Moi aussi, je fais ça quand Si je pars en j'avais vacances. un dîner le soir, oui, je faisais attention en fonction de ce que je faisais, là où je me déplaçais, si j'avais un dîner, si j'avais un événement. Mais en fonction Euh, de la personne que tu allais, enfin, des personnes que tu allais rencontrer, et s'il y avait justement, je sais pas pourquoi je me non, pose pas des personnes que j'allais rencontrer, mais des occasions. plus Voilà. l'occasion Plus que l'occasion la que la personne en tant que personne. telle. Donc ça veut dire que où que tu ailles, quels que soient les gens auxquels tu allais avoir affaire, tu as toujours endossé ta propre identité. Exactement, exactement. Je me suis jamais adaptée à la personne que j'allais recevoir. J'aimerais bien aussi que tu me dises ta définition de ton métier, parce que je trouve que j'ai l'impression, dis-moi si tu es d'accord avec moi, qu'en Belgique, le métier de directeur artistique est un métier peu connu. C'est-à-dire que les personnes lambda, quand on leur dit je suis directeur, directrice artistique, ne savent pas ce que ça signifie, en quoi ça peut consister, et qu'en fait, des directeurs artistiques, il y en a dans toutes les industries, dans Oui, tous les oui, secteurs. ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est que ton métier à toi en tant que directrice artistique dans la mode et dans... est-ce que la maroquinerie dans laquelle tu as bossé, on l'intègre dans la mode? Oui, je pense que ça fait partie, c'est mode, accessoires de mode. Moi, je dirais qu'un directeur artistique, c'est quelqu'un qui donne le ton et le storytelling de la maison. Même si chez Delvaux, il y avait une histoire extrêmement. C'est la plus ancienne marque de maroquinerie du monde. Du Euh, monde? oui, Waouh. créée en Avant, 1829, oui, et qui s'est jamais arrêtée. avant les maltiers de Vuitton, ou on compte pas Vuitton comme Non, non, un... avant les maltiers de Vuitton, Delvaux faisait aussi des malles Ok. à une certaine époque. Et, c'est effectivement la plus vieille maison de maroquinerie du monde qui ne s'est jamais arrêtée. Contrairement à d'autres qui ont eu des périodes où elles n'ont rien fait et ont repris
Après, Delvaux s'est jamais arrêté. Donc pour moi, une directrice artistique, c'est quelqu'un qui donne le là à la Chef maison. d'orchestre. Voilà, c'est un chef d'orchestre et qui doit s'assurer que tout est cohérent, les expressions de la marque, que ce soit les vêtements, l'enveloppe pour une invitation, Ah oui, la jusque-là? présentation. Oui, alors après, il ne faut pas empiéter sur tous les territoires, mais je pense qu'un directeur artistique doit voir beaucoup, beaucoup de choses, Une vue d'ensemble. même s'il a des équipes qui sont tout à fait compétentes, mais c'est une vue d'ensemble. Pour moi, directeur artistique, c'est quelqu'un qui va mettre ses équipes sur une voie qui peut changer d'une saison à une autre, hein. Voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est très différent d'un styliste, hein. Un styliste qui va dessiner, un directeur artistique qui peut bien sûr aussi dessiner, mais c'est plus quelqu'un qui a une vision globale de la marque. Comme le styliste que tu viens de dire, si tu parles du styliste en tant que modéliste, celui qui crée. Non, pas celui qui Celui qui fait les assemble. prototypes, c'est celui qui dessine, par exemple. Il y a des directeurs artistiques que moi, je dessinais pas, voilà, mais chaque saison, je définissais un thème de collection. Donc, ça pouvait être la collection tribale, où je définissais les couleurs, je donnais mes inspirations, mes photos d'inspiration. Et voilà. Et puis après, il y avait la contribution des stylistes aussi, qui avaient eux-mêmes leurs idées et qui... C'est un travail d'équipe, quoi, vraiment ça- comme chef d'orchestre. Tu voilà, viens, c'est tu un donnes le travail ton. d'équipe, mais il faut effectivement cadrer, il faut donner une ligne directrice et après se donner la possibilité d'en sortir si on veut, hein. J'ai lu que là où tu as travaillé, tu disais qu'il était très important de faire attention à la manière, en tant que DA ou enfin, les rôles que tu as eu à remplir dans les différentes maisons pour lesquelles tu as travaillé, qu'il fallait être très attentif aux créatifs parce que ce sont des gens sensibles qui ont des choses à exprimer et que le commerce est important, mais qu'il ne faut pas les bousculer. Oui, il faut pas les bousculer, il faut pas non plus les enfermer. Aujourd'hui, malheureusement, le marketing a pris une place absolument incroyable et les créatifs sont quelquefois de plus en plus frustrés parce qu'on va leur donner un cahier des charges. Alors, il faudrait que tu me dessines un sac qui fasse tant de long, tant de large, qui ait une chaîne, qui ait un fermoir à l'avant. Et c'est vrai que les créatifs, pour moi, ont perdu pas mal de rôles. Pas chez Delvaux parce que le marketing, je m'en occupais. Les créatifs avaient toute liberté. Au contraire, je les encourageais à avoir le plus d'imagination possible, à déborder même de ce qui pourrait être commercial. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche à être commercial. Et moi, je trouve que c'est terrible aujourd'hui que les créatifs soient de plus en plus bridés dans les entreprises. Alors, j'ai 3 tenues que j'ai trouvées, des vêtements des tenues que tu as portées, qui sont mes préférées. Parce que je pense qu'on a ça en commun. J'aime les volumes, j'aime les matières. Les matières sont importantes. Ouais. Je ne suis pas aussi grande que toi. Donc, tout ce qui est trop structuré, trop architectural ne convient pas à ma morphologie. Mais par contre, ce qui est Oversize. oui, et où il y a un travail de volume, il y a un travail de la forme, un côté vraiment... Moi, j'adore l'oversize. voilà. Et donc, c'est ces 3 tenues-là, et j'aimerais bien que tu m'en parles. Donc, il y a ce fameux manteau-robe, couleur champagne, que nous aimons beaucoup. Oui, alors ça c'était pour l'inauguration des mini brillants qui étaient qui représentaient toutes les villes de Belgique. Ouais. Et ça, c'est une tenue de polka. Donc, ça m'arrive aussi d'acheter, mais j'ai trouvé que la couleur était jolie. J'aimais bien le côté sexy, c'est-à-dire parce que j'avais rien en dessous. Mais ça ne se voyait pas parce que c'est le col qui... Qui faisait effectivement robe-manteau. Ouais. Et j'aimais bien l'association avec les cuissards parce que le manteau seul, avec une paire de ballerines, il aurait eu l'air très, très classique, alors que les cuissards ont cassé le look parce que je crois que j'ai vu ce manteau-là, si je ne me trompe pas, sur la princesse Astrid. Alors, c'est peut-être un manteau de Nathan. Qui devait ressembler, c'est parce possible. que j'ai aussi un petit manteau comme un manteau de cour de chez Nathan qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça, un peu fermé comme ça. Et je me suis dit, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. On peut mettre
sur deux personnes différentes exactement le même vêtement. Oui, Et en fait, ce qu'il va dégager, ce qu'il va raconter comme histoire, ça sera va être totalement différent. totalement différent. Oui, Donc, j'adore ce manteau, by the ouais. way. Alors, tu nous as parlé La du couleur aussi était jolie, très beau. Cette poudre, couleur, le oui, côté et poudre. un peu irisé comme ça. Oui, J'ai trouvé ça ouais, vraiment ouais. très joli. Alors, tu as parlé de ta période rouge. Alors ici, on a une robe rouge, un petit peu Oui, plissée, avec un col cheminé, des manches. chez Valentino, ça. Et alors, c'est pas la robe, moi, évidemment, que je veux souligner. Ce C'est sont le... les chaussettes en vinyle, Voilà, avec des sandales à fine voilà, bride voilà. noire. Alors, les chaussures, pour moi, ça a toujours été très important parce que je trouve que les chaussures, ça décale beaucoup les looks. Et par exemple, la robe, la même chose, elle est classique, tout à fait dans bon chic, bon genre, bien plissée. Et effectivement, ces sandales, je les ai adorées, je les ai toujours. C'était des sandales de chez Gucci où il y avait des chaussettes, c'était une sandale avec une chaussette en vinyle. Ah, Et c'était incorporé? non, c'était séparé, Ouais, mais je mettais toujours les sandales avec. Et je m'étais dit pourquoi ils n'ont pas continué ce modèle en faisant des chaussettes en vinyle de toutes les incroyable. couleurs. J'ai adoré. Ça aurait marché et Ah cartonné. ouais, ouais, vraiment de ouf. Voilà. Et je suis d'accord avec toi pour les chaussures. C'est quelqu'un qui l'a verbalisé hier, quelqu'un que j'ai rencontré hier, qui m'a dit, bah oui, mais toi, dans tes tenues, t'es toujours en noir avec une touche de couleur ou un... Voilà. Mm. Et alors, les chaussures sont aussi À quelque moi, chose les d'important. chaussures, Pour moi, ça finit une silhouette, ça donne oui, le... Comment tu t'expliquerais ça? Moi, j'ai l'impression que, comme tu disais, la robe rouge plissée dont on vient de parler, ça là... casse la silhouette, ça la détourne. Et moi, je suis une folle d'accessoires, hein, donc, que ce soit mais les chaussures, pour moi, ont toujours eu une importance énorme parce que je trouve qu'effectivement, c'est elle souvent qui fait basculer la tenue classique à une tenue beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus et particulière, en fait. Et les chaussures, je me rappelle très bien, chez Lagerfeld, on était tout en noir, on avait des bottines blanches, et je me rappelle de ces bottines blanches comme ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les chaussures, et je trouve que oui, oui, c'est quelque chose qui complète et qui détourne une silhouette peut-être un peu classique. Ouais. Alors ça, c'est ma tenue préférée. D'ailleurs, si un jour tu la revends, je l'achète. Cette robe chemise noire avec ce col que tu portes remonté, des manches ballons qui continuent comme ça dans le dos. Ça, c'est une robe de chez Valentino. Elle est incroyable, cette robe. Voilà. Elle est incroyable. Ouais. Elle est un peu corsetée au niveau de la poitrine et après, elle est complètement comme un espèce de ballon. Oui. Voilà. C'est quoi la matière? C'est de la faille de soie. Voilà. Elle est magnifique. Oui. Je m'aperçois, avec le temps, que les choses qui semblent les plus simples et les plus évidentes, Ouais. en fait, sont les choses les plus travaillées. Alors ça, Ou- c'est aussi ma phrase préférée. C'est une phrase de Goethe qui dit: la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu ça en tête. C'est que les choses les plus simples peuvent être les plus sophistiquées. Mais je trouve Voilà. que c'est très difficile. Ouais. S'habiller de cette manière-là, c'est-à-dire de manière très très simple, de prime abord, Ouais. en ayant en deuxième lecture une sophistication ultime, extrême, je trouve que c'est très compliqué. Ouais. Je trouve Mais que ça dépend aussi un peu de la personnalité de la personne qui va porter la robe, hein. Donc, ça dépend pas Oui, bien sûr, la question de la personnalité, elle est centrale ouais. dans ce que rend un vêtement, dans ce que rend une tenue. Mais est-ce que tu dirais que quand même pour être bien habillé aujourd'hui, on est en 2024, c'est possible sans acheter une robe Valentino? Oui, alors c'est toujours la même chose. C'est une question de bien savoir s'habiller. Parce que tu vois, est-ce que les matières ont... Parce que les matières ont une importance. Oui, par exemple, chez COS, les matières sont top. Les matières de chemise, les matières aujourd'hui, c'est la même chose pour moi. Aujourd'hui, on peut correctement s'habiller dans des marques tout à fait abordables, Mhm. mais les choses qui passent pas, c'est les accessoires. Par exemple, les chaussures cheap, ça se voit, Mhm. comme le nez au milieu du visage, et ça, c'est une concession que je fais jamais. À ne jamais faire. Non, à ne jamais faire. Mais ça, c'est très personnel. C'est parce que j'accorde aux chaussures une importance. Extrême. Voilà. Et le confort dans tout ça?
Alors, j'ai beaucoup souffert pendant les Fashion Week ou les journées presse parce que j'étais toujours sur des talons. Et puis alors à Bruxelles, les talons, il faut oublier parce qu'avec tous les pavés, on a l'air d'une alcoolique On est en d'accord. déplacement. On est D'accord. Donc ça, il faut un peu oublier les talons et passer aux chaussures un peu plus. Elles peuvent être hautes, mais avec des talons épais. beaucoup plus épais. Ok. Ouais. Bon, alors comme tu l'as vu en entrant ici au showroom. Donc oui, aujourd'hui, notre discussion a lieu au showroom. C'est un honneur pour moi de t'accueillir dans mon humble showroom et studio. Marie Guérin a eu la gentillesse de me prêter ses sacs Delvaux parce qu'en fait, elle m'a dit, on peut m'offrir un Birkin, je préfère un Delvaux. C'est sa marque préférée. Elle en a de très très beaux. Alors, je vais aller les chercher, je vais les mettre devant nous. Alors, il y a différentes époques, hein. Oui, en effet, il y a différentes époques. Alors, si on commençait par ceux d'avant toi. Là, sur la table, il y en a le brillant dans sa version classique, mais pas dans sa version Ceci n'est pas un Delvaux, parce que là, c'était une version spéciale qui était la version, une collection qui avait été faite spécialement pour Magritte. Mhm. Et le sac, par rapport à son dessin original, il a changé, il a eu une petite chirurgie, c'est comme un petit lifting par rapport à quelque chose qui, si c'est bien fait, ça se voit à peine. Par exemple, l'épaisseur de la poignée, la descente du rabat, le positionnement de la boucle. Le soufflet aussi, non? Le gousset, non, n'a pas tellement changé. Ça s'appelle comment? Un gousset. Gousset. Voilà. Le côté du Mais sac. ce sac-là, effectivement, c'est l'icône de la maison. Mais par exemple, sa version Est-Ouest, ça, c'est tout à fait nouveau. Ça a été fait après. Et là, il y a aussi sur le brillant, il y a l'accessoire. Ça, c'est une de mes créations dont je suis très fière. Ça s'appelle le Wonder Ring. C'est très joli, c'est super C'est joli. effectivement des bijoux de sac. Je crois que personne n'en a fait, qui se clipent autour de la poignée. Et l'inspiration, je me rappelle très bien, c'est venu sur l'idée d'une photo que j'avais vue avec une fille qui avait effectivement un truc en métal sur une queue de cheval. Et je m'étais dit, tiens, on pourrait faire ça pour habiller les poignées de sac, en mettre un, deux ou toute la poignée. Donc ça, c'est le plus ancien. C'est 58. Alors celui-ci, c'est pas de mon époque. Le Wandering, oui, mais la version avec les petits pompons, c'est pas moi qui l'ai faite. Voilà. Donc le brillant, c'est 58. Hein, donc, Ouais. et le madame qui est devant, ça aussi, il a été complètement revampé. Il s'appelait le marronnier et il a été fait en 77. Et alors ici, celui-là, il s'ouvre comme Il a la ça. patte qui, oui. Voilà. Et alors, il semblerait que maintenant, toute cette partie-ci se relève et qu'il y aurait un aimant. Mais celui-là, toi, tu as travaillé dessus. Oui, parce qu'il s'appelait le marronnier. On l'a beaucoup changé. On a mis les plaquettes en métal. On l'a aussi complètement relifté. C'est un sac de 77 et on l'a complètement modernisé. Donc ça, c'est mon époque aussi où on a retravaillé les classiques. Quand tu retravailles un classique, je regarde ce qui est démodé. Parce qu'on parlait tout à l'heure de tu n'as jamais suivi la mode. Oui, mais dans le sac, il y a des choses, des proportions, des détails. Par exemple, de mettre les plaques qui étaient en cuir, de les mettre plutôt en métal. C'est des petits détails qui font que les sacs sont un peu plus contemporains et n'ont pas le côté trop vintage. Le vintage, c'est bien quand on a 20 ans, 25 ans, mais le vintage, quand on est un peu plus âgé, ça vieillit pas mal. Le vintage, pour moi, ça a toujours été un truc pour les filles entre 18 et 25 ans. Ok. Et alors celui-ci, le Cool Box. Ça, c'est toi qui a créé ça. Voilà, donc ça avec une styliste, génial, bien celui-là. sûr. On a toujours cherché, en tout cas quand j'étais chez Delvaux, j'ai toujours cherché la singularité et l'innovation technique, c'est-à-dire d'avoir des choses qui ne sont pas vues et de jamais, moi je me suis toujours interdit le MeToo. C'est quoi MeToo? Parce que quand tu dis c'est le moi aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, il y a 40 sacs
qui ont la même forme, comme le 255 de Chanel, Ah oui, oui, avec oui. la chaîne, Ouais. le logo devant, Oui, je suis d'accord. et ils se ressemblent tous. Tout le monde l'a fait. Vuitton, Dior, Louis Comment V, t'expliques ça? voilà. Est-ce que c'est, Parce comme tu que, disais tout à l'heure, le parce, commerce avant tout? parce que c'est le commerce avant tout, et parce que les gens aiment certains brandings et que c'est une forme qui est relativement facile, mais ils se ressemblent absolument tous. Il n'y en a pas un qui se démarque par rapport à l'autre, si ce n'est son logo devant. Parce que Voilà. celui-là, autant avoir l'original, avoir le Oui, Chanel mais dans ce cas. c'est très cher, donc généralement les gens aiment bien les versions un peu Plus moins accessible. onéreuses et plus accessibles. Donc voilà. Moi, j'adore. Rappelle le nom de celui-ci. Le Cool Le Box. Cool Box, je le D'ailleurs, trouve on a une génial. petite anecdote, c'est que, mais ça, c'est réglé tout à fait de manière à l'amiable. Et chez Hermès, ils ont un sac qui s'appelle le Tool Box. Ah, Voilà. Et donc, on avait eu une petite alerte sur le fait qu'on l'avait appelé le Cool Box. Mais moi, je l'avais appelé le Cool Box parce que, en fait, ça me faisait penser à une glacière. Quand je vais au Kenya, j'ai toujours des glacières quand on part en pique-nique ou ce genre de choses. Et quand on l'a présenté dans des pop-up et tout ça, ils étaient tous rangés dans des frigidaires. c'était Voilà. ton idée aussi? Oui, Génial. voilà, de les mettre dans les frigidaires. C'est trop bien. Alors, il y a celui-là Le aussi. mutin. Alors, le mutin aussi, c'est une création complète d'une besace. Mais chez Delvaux, il y a toujours eu, à part sur les produits vraiment iconiques, on était pour des formes qui sont un peu des formes dans l'air du temps, parce que c'est important aussi de suivre le marché. C'est pas de copier le marché, mais si les besaces sont dans l'air du temps, il faut avoir sa propre besace. Et la nôtre était très, très jolie, très particulière. Elle a même eu une version avec toute la corniche qu'on voit là en blanc, en métal. Mais on était beaucoup trop cher par rapport à la concurrence et par rapport au marché. Ok, Donc, c'est un devais- sac qui n'a pas vraiment beaucoup marché parce que nous, on n'a jamais dérogé au Made in France et au Made in Belgium. Donc, forcément, le coût de la main-d'œuvre hyper élevé. est beaucoup plus cher. Voilà. Avant de passer au dernier, on m'a dit que tu avais révolutionné la marque. On m'a dit que quand tu as été directrice artistique de chez Delvaux, tu as révolutionné la marque. Bah, comme tu viens de le dire, tu as inventé, tu as créé des produits, tu as créé des formes. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est la couleur. Oui, D'où est venue l'idée, l'envie de placer de la couleur dans parce des que ça sacs? fait vendre le noir et blanc, ça fait rentrer les gens dans les boutiques, mais c'est jamais la couleur la plus commerciale, hein. Les couleurs les plus commerciales, c'est noir, blanc, beige. En tout cas, chez Delvaux, c'était ça. Mhm. Mais il y avait des couleurs de saison et il y a des sacs ou des thèmes de collection qui s'apprêtent à des couleurs particulières. Donc, et je pense que c'était important d'amener de la couleur dans les vitrines, de la couleur. Parce que chez Delvaux, quand je suis arrivée, c'était bordeaux, vert foncé, noir et, blanc, noir et beige. Donc, Pas très joyeux, non, quoi. pas très joyeux. Alors que la couleur, dans certains cas, avec les asticaches contrastés, ce genre de petits détails, Les quoi? les asticaches et les contours. Ça, là? Non, oui, ou sur le cool box, le bleu. ça. Voilà. Et ça, on a beaucoup joué chez Delvaux, en tout cas moi, beaucoup joué sur ce genre de petits détails, de petits contrastes et voilà. Et alors, il y a le dernier qui est là, parce que tu as parlé du Kenya. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle une animation d'un sac, c'est-à-dire la thématique, c'était Tribal Vibes. On l'a fait, on s'est inspiré des peintures africaines, on s'est inspiré des maisons de Ndebele, on s'est inspiré de différentes thématiques. Et là, c'était effectivement les peintures corporelles, mais dans une version colorée, en fait. Parce que je vois qu'il y a aussi des inserts à l'intérieur du cuir, comme ça, qui sont en Oui, relief. parce que à l'époque où je travaillais chez Delvaux, on avait un directeur du développement qui était fantastique. Il adorait les challenges. Donc, et c'est important. Tout ça, moi, je dis que souvent, les choses tiennent à des détails. Et chez Delvaux, on faisait particulièrement attention aux détails pour que ça soit effectivement remarquable en termes de dessin et aussi en termes d'innovation. Mais celui-ci n'a jamais été commercialisé. Si, il a été commercialisé. Ok. Voilà. Il est très beau, en tout cas. Il est super beau. Et toi, t'en as combien des Delvaux?
J'en ai un, C'est tout? oui. Et j'ai beaucoup de pochettes Delvaux, les enveloppes qu'on avait fait pour des invitations. On avait fait des enveloppes et par exemple pour Londres, on avait mis Monsieur et Madame Bond avec l'adresse de la boutique et puis des petits timbres Mannequin Peace en fait. Sur la pochette? Sur la pochette. Donc c'est une animation, ça. C'était un petit clin d'œil pour des invitations, pour des cadeaux. Et c'est vrai que chez Delvaux, à mon époque, on s'amusait beaucoup sur les miniatures, il y avait une gaieté folle dans le studio parce que on faisait ce qu'on voulait, des broderies en rhodoïdes. Il y avait vraiment une liberté totale de création. Waouh, ça devait être. Ça Oui, devait être- moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu carte blanche totale sur la création. Et alors, bon, moi, j'aime bien chiner. Je pense que je viens seulement de réaliser que tout doucement, je suis en train de constituer une petite collection de pièces coup de cœur. Donc, c'est des bijoux, c'est parfois des sacs, c'est parfois des vêtements. Et dans mes recherches, je m'aperçois que les pièces, moi, qui me tapent dans l'œil, elles sont souvent en Asie. Donc, les pièces les plus que je qualifierais d'originales, pour faire simple, au niveau des couleurs, au niveau des formes, elles sont souvent en Asie. Bah, en fait, il y a quand même beaucoup de créateurs asiatiques en Corée, au Japon, en Chine, je dirais pas trop parce que c'est pas, il y a tellement de boutiques européennes en Chine qu'il n'y a pas beaucoup de place pour la création chinoise. Mais au Japon, il y a eu, au Japon, oui, il y a une recherche du vêtement qui est très importante. Et comment est-ce que tu expliques que, par exemple, des marques belges, tu vois, on trouve du Margiela, des pièces incroyables, des sacs Delvaux hyper colorés, même les chaussures Margiela, Dries Van Noten, des pièces aussi hyper travaillées. Bah, quand je cherche ces pièces-là en seconde main, en vintage, ben, je les trouve en Asie et pas en Europe. Très difficilement en Ah, Europe. les pièces vintage en Asie, parce que je pense que en Asie, on achète beaucoup de pièces vintage. Et c'est toujours ce que j'ai, en tant que Française, toujours admiré en Belgique. C'est quand on a une signature artistique, on n'essaye pas de louvoyer un peu entre l'air du temps. On se tient, même si la maison doit rester petite. Margiela, c'est un exemple. Dries Van Noten, c'est un autre exemple. Ils ont toujours été dans une ligne directrice et ils n'ont jamais surfé sur les tendances du moment et du marché, ce qui les aurait perdus en fait. Et Ils ont créé leur ils propre. ont créé leur propre signature et ils y sont tenus en fait. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est plus apprécié de ce côté-là, dans cette partie du monde, plutôt qu'ici? Je sais pas parce que je trouve qu'on trouve quand même pas mal de vintage parce que peut-être qu'il y a une clientèle qui préfère s'habiller qui aime le vintage. Je saurais pas vraiment répondre à la question en fait. Ok, tu Non. penses, bah, parce que je me disais peut-être, alors ça peut être une question de un, de pouvoir d'achat, et puis de deux aussi, Bah, peut-être de se différencier justement. j'ai un petit rituel, voilà, que au début je voulais pas, puis finalement je voulais, mais comme on dit, avec les cons qui changent pas d'avis, Ouais. c'est que je fais un truc assez à chaque discussion, c'est le portrait chinois. Bon, je sais pas pourquoi ça s'appelle portrait chinois d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne. Parce que... Et donc ça consiste à te demander si tu étais un vêtement, donc je vais citer différents vêtements, lequel toi tu serais, donc lequel, dans D'accord. lequel tu pourrais t'incarner parce que D'accord. il te représente. Si tu étais une chemise, elle serait blanche. Oui, blanche, ça c'est sûr. Une chemise blanche et plutôt oversize, Ok. Plutôt longue ou plutôt courte? plutôt longue. Si tu étais une veste Et une veste de smoking avec un revers... avec un revers, simple boutonnage, col de satin et voilà. Si tu étais un manteau, Un manteau oversize, peut-être en tweed ou un côté un peu british. Voilà, d'ailleurs, je pense à un que j'ai et que j'adore. il est de quelle couleur? Il est un peu petit carreau tweed, en Ok. fait, mais il est vraiment oversize. Et
quand je le porte, les gens m'arrêtent dans la rue pour me demander. D'ailleurs, c'est Raf Simons. Ok, qu'on le salue. Voilà. Si t'étais un pantalon, je t'ai rarement vu en pantalon. Leggings. Leggings. Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu sais, il y a une phrase que j'ai vue qui m'a beaucoup fait rire avec une photo sur Instagram, qu'il y a 2 choses sur cette terre qui ne mentent jamais. Ce sont les enfants et les leggings. Oui, c'est vrai. Et je me rappelle que Karl avait toujours dit l'invention du legging, c'est la pire chose qui soit arrivée dans la mode parce que les femmes grosses ont l'air d'être minces. Ah ouais? Ouais. J'aurais tendance à dire l'inverse, c'est Voilà. que ça met vraiment la loupe sur... Non, mais c'est vrai dans les pantalons leggings ou alors des pantalons taille haute très larges. Pour toi? Oui, Mais le legging, en réalité, toi, dans J'adore. les looks que tu fais, tu les portes surtout sur des robes courtes ou des non, tuniques. non, avec des pulls, j'ai jamais avec vu. des chemises et des Ok. vestes, mini-jupe en jean, voilà. Après, tu mesures combien? 1,77 m. T'as l'air vachement plus grande. Parce que j'ai des talons de 10 cm. Non, mais tu vois, c'est l'allure. Voilà. C'est l'allure. L'allure Voilà. te grandit. Si t'étais un accessoire, un seul, parce que je sais que t'aimes beaucoup les accessoires, si tu ne devais être qu'un seul accessoire, lequel serais-tu? Un bijou. Lequel? D'une marque ou le type de bijou? Le type de bijou. Après, si c'est un bijou spécifique d'une marque en particulier, allons-y. La marque, ça c'est sûr, c'est Buccellati. Ça, c'est, mais j'aime tout chez Buccellati. Donc je dirais, ou alors je dirais un collier de Hervé van der Straten. Ok. Ah, c'est marrant. Moi, j'aurais dit une manchette. Oui, Parce que tu portes souvent des Des bracelets, oui, ouais. des bracelets Ouais. assez volumineux qui Ouais. couvrent tes poignets. ouais. Et tu mélanges Non, l'or et l'argent. mon bracelet préféré, c'est ma montre Bulgarie qui monte jusque-là. Je l'ai vu la première Voilà. fois qu'on s'est Voilà. la première fois qu'on s'est rencontrés Voilà. d'ailleurs. Voilà. La première fois qu'on s'est rencontrés. Ah oui, Buccellati, je regarde, c'est vrai que c'est très très beau. C'est comme de la dentelle. Et eux aussi, c'est la même chose, signature artistique particulière. Qui n'a Ça jamais ne, bougé. ça ne correspond à personne. C'est très particulier et c'est ce que j'aime, les choses particulières. Quoi, en Et fait. qui ont une identité en Et fait. qui ont une identité et aussi qui sont le reflet d'un savoir-faire particulier. Tu sais quoi, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Le Ah temps bon, bah, passe c'est passé hyper très vite. Le temps passe hyper vite. Je me tâte à faire des épisodes qui durent un peu plus longtemps. Mais bon, on voit comme on en est qu'au début. Déjà 1 heure, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Ouais. Alors, je vais quand même te poser une dernière question. Pour toi, quelle serait pour toi la définition du vêtement? Si on devait prendre un dictionnaire et écrire une nouvelle définition pour le vêtement, c'est... Ouh, ça c'est une question compliquée. Le vêtement, c'est un reflet de sa personnalité. Merci Christina. Merci. Merci à toi. Sur des ondes prochaines. Oui. Ah, Ou en image. ouais. En image. On va faire ça en image prochainement. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode avec Christina Zeller t'a plu. Si la discussion t'a intéressé, questionné ou inspiré, je t'invite à me partager tes commentaires et surtout à t'abonner à DHV sur la plateforme de ton choix. Dans le prochain épisode, je reçois Lamine So, un designer de mode spécialisé dans le costume. Allez, à bientôt! Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV. Déshabillez-vous!